Bonjour, on est en compagnie de Jean Cazot, un magnifique personnage que le Québec a la chance d'avoir, mais qui est méconnu par certaines personnes. Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous le présenter. On va commencer, Jean, par la base de ton histoire. Tu as touché plusieurs professions dans ta carrière. Est-ce que le fait d'avoir été dans une école religieuse à l'Oratoire Saint-Joseph de Québec, ça t'a apporté des éléments qui t'ont permis de croître ou de nourrir ta spiritualité? Non. Oh non. C'est pas les frères et les sœurs qui m'ont inspiré, quoi que ce soit de spirituel, parce que finalement, je viens de terminer un ouvrage là, contre les religions, contre toutes les histoires de chrétienté, d'islamisme, de judaïsme et tout et tout. Alors, je me vois mal dire que les frères et les sœurs m'ont aidé à ça. Au contraire, je dirais même que ça m'en a éloigné parce que l'éducation religieuse, n'oublie pas, tu n'as pas à faire un petit gars de 30 ans. J'ai 68, là. Fait que moi, je te parle des années 50. T'sais. Puis les années 50, ben, c'est la domination religieuse au Québec, plus que à bien des endroits d'ailleurs. Et cette domination-là religieuse a eu comme impact d'avoir une similarité avec la discipline qu'on avait à la maison. T'sais. Alors, la religion, c'était tu fais ça, puis ça, tu fais pas ça, puis ça, tu n'as pas le droit, puis ça, c'est ci, puis ça, c'est ça. Alors, tu avais ce côté disciplinaire qui nous éloignait de toute spiritualité possible ou inimaginable. Cependant, je me souviens très bien, à un moment donné, les sœurs nous avaient amenés, je n'étais pas vieux, là, les sœurs nous avaient amenés à l'église pour nous parler des anges. Les anges, ça fait partie de l'éducation religieuse catholique et de monothéiste. Ça, on le sait, ça a toujours été, autant chez les Juifs que chez les musulmans. Alors, elle me parle de ça, et là, je suis parti, moi. Moi, je suis parti. Ça, le concept des anges, j'ai aimé ça. Ça ressemblait beaucoup à ma définition, à la définition que je faisais de Dieu. Parce que les autres, c'était compliqué leur affaire, puis ils étaient toujours en maudit après nous autres. Il fallait pas faire ci, il fallait pas faire ça, il va faire de la peine à Jésus, puis le bon Dieu va être en maudit, puis il faut retenir son courroux, en tout cas. Bref, il nous présentait un Dieu qui était toujours en calvaire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Alors, il me tannait, là, je ne voulais rien savoir de lui, mais il ne me faisait pas peur, il était juste fatigant. Mais moi, quand ça allait très très mal dans ma petite vie de petit bonhomme qui souffrait d'énurésie, tardive en plus, ça c'est fait pipi au lit, tu sais. J'ai fait ça, ça a été un très gros problème, ça. Alors, je me retrouvais souvent de la peine, de la grosse peine, tu sais, petit bonhomme de 4-5 ans. Et là, il y avait cette espèce de personnage qui venait s'installer avec moi, tu sais, il se couchait, tu sais, puis il se mettait la tête sur l'oreiller avec ses grands cheveux, là. Puis là, ben, il me parlait. Puis c'était un peu comme s'il me disait, ben, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui, là? Raconte-moi ça. Puis là, j'ai raconté toutes mes peines, tu sais. Moi, là, Dieu, c'était ça. C'était ça. C'était quelqu'un qui n'avait rien à faire avec ma mère, ou mon père, ou mon frère, ou les gens que je fréquentais, ou à l'école, ou personne. C'était en dehors, puis c'était magique, tu sais. Alors moi, Dieu, c'était ça. Alors ça, dans un sens, ma communication avec l'invisible ou avec le spirituel s'est faite très tôt, très jeune, de cette manière-là. Alors, tu te couchais le soir, tu avais une entité de lumière, quoi, un ange ou Dieu, selon toi, qui était là, qui venait te voir pour t'apporter un réconfort, un support. Oui, en plein ça. Mais c'était toujours la même entité, c'était pas... Oui, tout le temps. Je l'avais appelé Michel. OK. T'sais, plus tard, j'ai découvert l'archange Michel. J'ai dit, oh mon Dieu, dis-moi pas que j'ai eu le boss, mais je sais pas c'est qui, mais ça n'a pas duré longtemps, ça. Mais c'était là quand même, cette présence-là était là, et puis c'était pas quelque chose d'épeurant, puis c'était pas non plus quelque chose de spectaculaire, là, la lumière, puis les trompettes, puis le kit de guerre, c'était très discret, c'était soft, c'est exactement comme si j'avais eu
un grand frère, tu sais, qui serait venu me consoler parce que le petit bonhomme pleure dans son lit, puis il s'en va se coucher à côté, puis il dit « Qu'est-ce que t'as? » Qu'est-ce qu'il y a? Puis là, tu y racontes. Mais exactement la même chose, sauf que c'est un personnage qui n'existait pas dans ma vie. Il n'y a personne qui correspondait à ça chez nous. T'sais. Alors, Jean a eu un contact comme ça, a avancé. Tu as touché aussi plusieurs domaines parallèles pour aller chercher la discipline, exemple comme les arts martiaux, le judo. Tu as fait aussi beaucoup d'expression théâtrale. Tu as touché à pas mal de choses dans ta... Ouais. J'ai touché à beaucoup de choses parce que, pour moi, la vie s'exprime dans la diversité. Alors, toujours faire la même chose au même endroit, de façon répétitive, ça se fait. Il y a des gens qui vont le faire toute leur vie. Moi, ça ne correspondait pas à ma définition de la vie, ça ne correspondait pas non plus à ce que j'appelle mon fatum ou mon destin. Alors, de toute évidence, je devais toucher à un paquet d'affaires. Alors, oui, j'ai touché à ça. Et la radio, j'ai fait de la radio pendant 50 ans, 48, en tout cas, peu importe, pendant près de 50 ans. Et ça, la radio t'emmène aussi à faire un paquet de choses différentes, d'expériences différentes, parce que tu rencontres autant, je parle de la radio, d'affaires publiques, là, je ne parle pas de faire jouer de la musique, ça a été quand même très valorisant à ce niveau-là. J'ai fait des arts martiaux aussi pour me donner une contenance physique, parce que je faisais l'objet d'un certain harcèlement à l'école. Ça, je pense qu'on est tous passés par là. Et ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Pas que je me suis battu avec ça, mais en étant confiant, ben, les autres, ils savent plus sur quel pied danser. Là. Alors, ils disparaissent. Eux autres, ces petits bums-là, les intimidateurs à l'école, ils cherchent les plus faibles. Ils ne cherchent pas à s'attaquer aux plus forts. Ils ne sont pas capables. Ils s'attaquent aux plus faibles parce que c'est comme ça qu'ils se donnent une valeur à eux-mêmes, en abaissant les autres. Alors, ça a aidé. J'en ai fait pas mal, surtout du jiu-jitsu. J'ai fait de l'armée aussi, de la réserve, de la Marine de Montréal. Oui, j'ai touché un paquet d'affaires parce que j'en sentais le besoin. Ça m'a ouvert l'esprit aussi à tout ce qui devait arriver par la suite. Alors, c'est quand même une manière que tu as trouvé de toucher à un courant énergétique différent. Est-ce que cela a amplifié, si on peut dire, ta connexion avec l'invisible? Non. Mon désir de connexion avec l'invisible s'est manifesté, comme je t'ai dit, avec Michel, là, avec ma créature. Mais après ça, quand j'ai atteint l'âge de 9 ans, 8-9 ans, ça a disparu, ça. Tout ça a disparu. Ce qui est très fréquent d'ailleurs, tu vas le remarquer, parce que beaucoup d'enfants qui ont des expériences très très jeunes, à un moment donné, ça arrête. Et ça reprend ou ça ne reprend pas. Mais ça arrête tout le temps, vers 5-6 ans, c'est comme ça, je l'ai noté moi en tout cas. Surtout pour les souvenirs de vie antérieure, c'est là que ça se passe. Alors, non, ça c'est... Mon désir de connexion avec l'invisible s'est manifesté beaucoup plus tard, à mes 16 ans, suite à 3 expériences très particulières. Jean, on peut dire que tu as touché beaucoup à la vie politique par ta profession de journaliste, si on peut dire politique. Tu as touché aussi des domaines un petit peu plus cartésiens avec ta carrière militaire et tout. Mais à un moment donné, justement, à 16 ans, il s'est passé quelque chose et là, tu as commencé à avoir d'autres sortes d'expériences. Si on commence à ta carrière ufologique en 1966, est-ce que tout cela relève d'activités, d'expériences vécues pour arriver à dire « OK, je vais pousser là-dedans un petit peu plus ». Oui. Tu ne te lances pas en ufologie bien longtemps, ça ne dure pas longtemps si tu ne vis pas quelque chose dans ce domaine-là. Parce que, de mon expérience, j'ai constaté que beaucoup de gens qui s'intéressent à l'ufologie débarquent à un moment donné. Ils débarquent parce qu'il leur arrive rien. J'en ai connu un, je ne le nommerai pas parce que c'est pas nécessaire de le nommer, mais j'ai connu un ufologue assez connu, qui est contemporain de mon époque. Il a tout abandonné, il a viré ça à l'envers, puis il a tout... Bon. Et lui, il ne s'était jamais rien passé dans ça. Il n'a jamais fait d'observation, jamais été rien.
ce qui se passe quand tu côtoies des témoins qui vivent des choses absolument hallucinantes, à un moment donné, tu te dis, coudonc, ça se peut pas, c'est trop, trop c'est trop. Tu sais. Tu deviens comme, ben voyons, on ne peut pas avoir vécu ça. Puis l'autre qui est sournois, c'est, pourquoi eux autres, pourquoi pas moi? Pourquoi moi, il ne m'arrive rien? Tu sais? Alors moi, je n'ai pas eu à vivre ce problème-là, parce que de la façon dont ça s'est manifesté dans mon cas, de la façon dont j'ai embarqué dans l'ufologie, ça relève presque de la magie, là. Ça relève d'expérience, d'une expérience principale qui m'a garroché dedans, tu sais, qui m'a fait tomber dans la marmite, puis en plus, ils ont mis le couvert dessus. Et les deux autres expériences ont été là pour me convaincre que j'étais dans le bon chemin, puis que des expériences comme celle-là, avec des êtres qui ne viennent pas d'ici, c'est non seulement possible, mais c'est ça, puis c'est vrai, puis c'est vrai. Tu diras ce que tu voudras, tu sais. Parce que je le dis, puis je vais toujours le dire, les gens qui n'ont jamais vécu quoi que ce soit dans le domaine ufologique, paranormal ou métaphysique, sont sceptiques, sont méfiants, avec raison, parce qu'il y a un paquet de canulars, puis de menteurs là-dedans, puis de gens qui exagèrent, puis d'illuminés, ça, il y en a une tonne. Alors, je ne les blâme pas de garder leur réserve, mais ces choses-là sont faites pour être découvertes par soi-même. Alors, même si j'écris des livres, et ainsi de suite, moi, c'est juste pour allumer des consciences et faire en sorte que quelqu'un fasse ça, puis peut-être qu'il s'ouvre à une expérience, ou je ne sais pas, mais c'est très dur rationnellement de se convaincre que ces choses-là existent si on n'a pas vécu quelque chose. Qu'est-ce que l'ufologie pour les gens qui ne savent pas c'est quoi? Oui, ça vient du mot UFO, Unidentified Flying Object, qui se trouve être la traduction anglaise de OVNI. Parce qu'ovnilogie, c'est pas fort, pas ça, c'est pas beau. Alors moi, j'ai gardé le terme ufologie, de toute façon, c'est le terme qui est pas mal retenu par la majorité. C'est l'étude des témoignages de gens qui ont vu, qui ont observé des phénomènes de passage ou d'atterrissage d'objets non identifiés, non identifiables surtout. Et ces gens-là n'ont personne vers qui se tourner, parce que s'ils appellent la police, ils vont se faire rire d'eux autres. S'ils appellent les scientifiques, c'est encore pire. S'ils appellent le journaliste, certains vont être complaisants, d'autres non. Alors, ils ne savent plus trop quoi faire avec ça. Alors, moi, ici, à Québec, j'étais ufologue. J'ai commencé en 1966, suite à une expérience dont je te parlerai plus tard. Et j'ai développé mon réseau. Avant, j'avais mon réseau. J'avais un journal qui m'aidait en ce sens-là. J'avais la tour de contrôle de l'ancienne Lorette qui m'aidait aussi. Puis j'avais des contacts un peu partout à travers le Québec de gens qui me signalaient des observations et j'allais enquêter. Enquêter, ça veut dire que tu te présentes chez la personne et tu développes une méthodologie, comme je l'ai fait, que moi je me suis inspiré à ce moment-là de la façon de procéder des officiers de l'armée de l'air américaine, mais aussi des entreprises, des organisations qui existaient déjà dans mon temps depuis longtemps, en France, puis en Angleterre. Alors, il y a des formulaires, donc j'étais équipé, là. Et là, j'allais faire mon enquête, et j'ai très rapidement réalisé que mon enquête n'avait rien à voir avec la recherche scientifique. En ce sens que, quand tu fais de la recherche scientifique, en général, c'est dans un laboratoire, c'est sur le terrain aussi, mais je te donne un exemple. Si tu fais de la géologie, ben, tu ramasses des cailloux, puis tu les emmènes dans ton laboratoire, puis tu fais des expertises, puis tu essaies de savoir c'est quoi qu'il y a là-dedans. Puis le caillou, il est tout le temps là, il ne bouge pas, lui. Tu sais, il reste là. Le squelette que tu ramasses, que l'anthropologue trouve, l'os humain de 300 millions d'années, bon, il ramasse, il part pas le squelette, il reste là. Pas l'OVNI. L'OVNI, il s'en va. Le vaisseau qui est observé, là, le phénomène, c'est un phénomène visuel le plus souvent, et une fois que le phénomène est terminé, c'est fini. Or, une enquête scientifique, une recherche scientifique,
c'est l'art de faire répéter le phénomène pour déterminer les paramètres avec lesquels on va l'aborder. Mais là, s'il n'est plus là, il n'a pas de recherche, il ne peut pas en avoir. C'est terminé. La science ne fonctionne pas avec des témoignages visuels. Ils ne reconnaissent pas ça comme une preuve ou même un indice. Alors, le type de recherche que je faisais, je me suis rendu compte assez vite que c'était du travail de policier. Parce que moi, j'étais à la radio en même temps. Puis je voyais comment les policiers travaillaient. Je voyais aussi comment les journalistes travaillaient. Alors, le journaliste se rend, puis il fait une enquête, il fait une entrevue. Ça ne dure pas longtemps. Mais moi, j'ai compris que j'étais comme un policier. Alors, je suis allé me former avec des policiers. Et je me suis fait former par des policiers enquêteurs. C'était relativement aisé pour moi, parce que j'étais à la radio et je faisais du judiciaire. Je faisais du judiciaire dans mes émissions. Alors, j'en recevais des policiers. Je recevais des gars des relations publiques, des corps de police, de partout où j'ai travaillé, autant à Montréal, Mont-Laurier, Québec, Mézin, puis l'Outaouais, évidemment. J'étais là 20 ans. Et j'ai commencé à me bâtir des relations solides avec ces gars-là. Et j'ai commencé à expliquer à des enquêteurs, des détectives, là, ce que je faisais. Puis les gars me regardaient et ils disaient « Ah, c'est sûr que ça ressemble à ce qu'on fait. » Tu sais, tu cherches à savoir si le gars qui te parle en avant de toi, s'il te met en pleine face, ou ben non, si c'est vrai ce qu'il a vécu. Tu cherches à savoir ce qu'il a vu, tu veux une description le plus fidèle possible. Puis tu essaies de ci, puis ça. Alors, il dit, oui, c'est sûr que ça y ressemble. Alors là, ils m'ont commencé à me donner des trucs. Alors, j'ai développé ma capacité d'enquêter sur la base d'un policier qui rencontre un témoin. Le même principe. Alors ça a été ma formation à ce niveau-là. Quand tu arrivais, exemple, sur un cas pour recueillir des témoignages, c'était quoi les critères qui venaient te chercher là, pour t'amener ou te conduire sur des pistes? Oui. Moi, ça a toujours été d'abord le témoin. Bien plus que le témoignage. La crédibilité? La crédibilité du témoin. Mais pas sa crédibilité établie par des paramètres sociaux, à savoir que, parce que c'est un fermier qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, c'est un imbécile. Ça, non. J'ai jamais pensé ça. J'ai jamais considéré que le travail que quelqu'un fait dans sa vie va influer sur son honnêteté. T'sais. Par contre, ça peut influer sur ses connaissances. Alors, très tôt dans ma carrière d'ufologue, j'ai commencé à moins m'intéresser à des phénomènes d'observation de choses lointaines. Tu sais, une lumière au-dessus d'une montagne, des affaires de même. Parce que il y a des choses qui peuvent se produire et que des gens qui ne sont pas formés à l'observation vont confondre. Bon, avec des étoiles, avec des météorites, avec des ballons, j'ai même été dérangé à 4 heures de la nuit et je suis allé je me suis rendu sur place parce que le gars me disait qu'il y avait une vingtaine de petits objets qui étaient dans le ciel puis qui se déplaçaient de tous les côtés. Hey, 20, tu te déplaces-tu ou tu te déplaces pas? Alors moi, je pars, puis je m'en vais là-bas, puis je regarde. Je veux dire, en chemin faisant, j'ai fait « Ah non, je suis sûr que c'est ça. » Puis en débarquant de l'auto, là, j'ai dit « Ben oui, c'est ça. » C'est pauvre, regarde. Il y a des jeunes qui se faisaient un feu en arrière d'un petit bosquet. Alors, ce que tu voyais dans le ciel, c'était des étincelles. Des étincelles de feu de camp, tu sais. Je ne comprenais pas comment qu'un gars qui vit à campagne n'est pas capable de faire la différence entre des extraterrestres et des maudites étincelles, tu sais. Alors, c'est là que j'ai compris que l'ufologie allait être un sport, tu sais, que ça allait devenir compliqué, là. Parce que, effectivement, tu as des gens qui n'ont pas de jugeote, tu sais, ils n'ont pas de... Alors ça, il faut d'abord que je sache à qui j'ai affaire, tu sais, mon témoin, tu sais. Après ça, quand j'ai eu évalué ça, la question n'est pas d'avoir des préjugés puis tout ça, mais tu parles avec le gars, puis si
tu sais, à un moment donné, j'ai parlé avec un témoin, puis j'ai dit, tu me dis-tu que ça avait un anneau comme Saturne? Il me regarde, il dit, c'est quoi Saturne? OK. Donc, on a affaire à quelqu'un dont la connaissance générale est en dessous de zéro, tu sais. Alors là, j'ai dit, OK, là, ça joue, ça, sur son interprétation de ce qu'il a vu, là. Bon, donc, l'étude du témoin, d'abord, une évaluation du témoin. Après ça, évidemment, ce qu'il a vu, ce qu'il a observé. Préférablement avoir 2 témoins, ça c'est l'idéal, 2 ou plusieurs témoins. Corrélation avec les voisins autour, ça c'est quand je faisais des enquêtes, je n'étais jamais tout seul, on partait toujours 4-5, puis pendant que moi je m'occupais du témoin principal, il y en a qui allaient autour pour voir s'il n'y avait pas des choses qui s'étaient passées. Ensuite de ça, on a fait, on a toujours basé nos enquêtes sur l'étrangeté de l'observation. C'est-à-dire, c'est-tu bizarre ce qu'il a vu ou c'est normal? T'sais? Mais les affaires loin, là, puis c'est des petites lumières, tout ça, je me suis vite tanné de ça. Et je me suis concentré sur quasiment le 150 mètres et moins, c'est-à-dire quand c'est direct devant toi. Là, alors, il y a des dossiers que ça ne pardonne pas. Le gars a beau pas avoir une grosse culture scientifique. Je veux dire, un objet ovale, c'est 45 pieds qui se pose qui se déplace à peu près à 20-25 pieds au-dessus de ta grange, là le gars, il ne s'est pas trompé, là. Puis il fait un dessin, là, c'est ça. Et pas de bruit, pas de manifestation lumineuse très typique et très particulière du phénomène ovinien, ce qui fait que tu es capable de voir, puis si le gars ne connaît rien là-dedans, puis il te décrit ça comme ça, puis qu'il est gêné de te dire que le rayon de lumière, il était là, mais il n'éclairait pas en bas, il s'arrêtait dans le plein milieu, il est gêné de te le dire parce qu'il sait que c'est très bien que ça se peut pas. Sauf que c'est ça qui est typique d'une observation d'OVNI, tu sais. Moi, je le sais, lui, il ne sait pas. Alors, s'il me dit ça, c'est bon signe, ça. Et ainsi de suite. Mais c'est à l'usage. J'ai fait combien de centaines et de centaines d'enquêtes, je ne sais plus. Mais c'est à l'usage. Mais je peux te dire une chose, on m'en passe pas beaucoup. On m'en passe pas beaucoup. Quoique, j'en fais plus parce que j'ai pris ma retraite en mars 2018. J'en fais plus, ça ne m'intéresse plus. Ça ne me donne rien. Qu'est-ce que ça va donner d'en mettre une de plus ou une de moins sur mon site ou dans un livre? Ça ne change rien. Si le monde n'a pas compris là, ils ne comprendront jamais. Alors, j'ai arrêté ça. Mais il y en a pas moins que j'ai fait des enquêtes. Je vais te dire, ma fille, c'est du solide, là. Bon, donne-nous des exemples là, de preuves ou de faits, justement, où là, tu dis, regarde, si tu ne peux pas négocier, là, ça existe. Tu prends, là, tu viens de dire le mot preuve, c'est certain qu'on n'a pas la preuve scientifique pour les raisons que je t'ai expliquées tout à l'heure, que le phénomène OVNI n'est pas observable dans la multiplicité. Tu ne peux pas le reproduire, tu ne peux pas le refaire, tu sais. Alors, ça ne correspond pas à un travail scientifique. Il faut que tu aies une approche globale, mais tu ne peux pas être aussi précis qu'un scientifique va l'être. Alors, lorsque nous étions en chasse et qu'on travaillait pour chercher une preuve, on obtenait ce qu'on appelle aujourd'hui une preuve juridique. Alors, moi, j'ai une preuve juridique de l'existence des OVNI, ça c'est clair. Parce que le témoin en cours qui dit « Oui, votre honneur, c'est lui qui l'a tué », c'est le même qui me dit « Oui, monsieur, j'ai vu un objet de 40 pieds se poser sur mon terrain. » Alors, pour quelle raison je ne croirais pas le gars? Pour quelle raison ça ne se tient pas debout? Puis pour quelle raison, par contre, quand tu identifies un tueur dans le box des accusés, là, son témoignage est suffisant pour envoyer ce gars-là pendant 25 ans derrière les barreaux. C'est ça qu'on appelle un témoignage, une preuve juridique. Alors, j'ai la preuve juridique de l'existence d'une technologie qui n'est pas de notre monde. Ça, c'est réglé, ça, c'est fait, ça. Il n'y a pas à y revenir.
Est-ce que, parce que là, quand on touche un petit peu à la culture des extraterrestres, mais une entité ou une vie de plus d'une autre dimension énergétique que nos corps physiques, à un moment donné, l'ufologie, elle doit se croiser avec le paranormal ou quelques degrés de spiritisme. Tu sais, une maison hantée, une personne qui se fait enlever par des extraterrestres, c'est tous des sujets qui finissent en enquête, finalement. Oui. Moi, j'en suis venu à cette conclusion-là, et voici pourquoi. Parce que très tôt dans ma vie, ayant vécu des expériences, moi-même, j'ai réalisé que certaines pouvaient être dites extraterrestres et d'autres pas du tout. Tu sais? Alors, là, tu te dis, si quelqu'un vient me poser des questions, moi, est-ce que je vais lui dire, mets ton chapeau d'ufologue, puis après ça, sors, puis viens, puis mets ton chapeau de métaphysicien, ou je vais répondre au même, tu sais? Alors là, c'est là que j'ai réalisé que quelqu'un qui veut se lancer en ufologie devrait adopter les principes que j'ai mis de l'avant, puis que j'ai appelé la nouvelle ufologie. Appelez ça de même, c'est pas très original, mais enfin, ça regroupe tous les types d'expériences qu'un témoin peut avoir vécues, parce que les chances sont très élevées que quelqu'un qui a vécu une expérience ufologique intense ait vécu ou va vivre des expériences dites paranormales tout aussi intenses. Alors ça répond à ta question, c'est oui. La réponse est oui. Effectivement, ça se rejoint, ça se confond à un moment donné. Et comme on n'a pas non plus un glossaire ou un bestiaire ou une encyclopédie de tout ce qui existe dans l'invisible sur le plan extraterrestre, malgré toute notre imagination, puis aussi toutes les niaiseries qu'on trouve sur Internet, il y en a pour moins qu'on ne sait pas. Alors, ces êtres-là, d'où ils viennent, qui sont-ils, comment se fait-il qu'ils parviennent à passer à travers les murs, à rentrer dans notre chambre, à ressortir comme si de rien n'était, ça ne relève pas, ça, de notre dimensionnalité à nous. Ça relève d'un autre univers. Mais ça a l'air qu'extraterrestres et fantômes font la même maudite affaire. T'sais. Alors, déjà là, on a un problème, et c'est la raison pour laquelle moi, j'aborde toutes les manifestations qu'on me soumet avec autant d'ouverture d'esprit que ça sente le paranormal ou l'ufologie. Puis si je te dis ça, c'est parce qu'il y a des chercheurs que je trouve très restreints, très réducteurs dans leur façon de fonctionner, parce que ces gens-là ont des sites sur les fantômes, puis ça prend des enregistreuses, ça pogne des sons qui viennent de partout, mais les extraterrestres ne touchent pas à ça. Et à l'inverse, un ufologue ne touche pas à ça des histoires de maisons hantées puis de fantômes. Ça, je trouve ça niaiseux. Honnêtement, là, je trouve ça niaiseux comme attitude. Parce que moi, j'ai fait les deux, puis les trois, puis j'ai tout fait, j'ai touché à tout ça, parce que je vois pas pourquoi une manifestation, qu'elle provienne d'une entité extraterrestre ou qu'elle provienne d'une entité désincorporée, d'un être qui est décédé, comme ce qu'on appelle les fantômes, théoriquement, ou que ça vienne d'une entité d'une autre dimension, je veux dire, allô, c'est pas terrestre, là, tu sais, il faut s'y intéresser avec autant faut y mettre autant d'intérêt, il faut y mettre autant de passion que n'importe quoi d'autre. Alors, pour moi, oui, c'est sûr que ça se rejoint. Jean, tu as écrit plus de 10 livres qui ont été édités, mais qui touchent à tous ces sujets-là. Là. Comment tu arrives à dire, bon, ben celui-là, je vais le convertir un petit peu plus vers cette thématique-là? Oui, non, mais en fait, j'en ai écrit presque une vingtaine au total. J'en ai un paquet. J'ai alterné, j'ai fait de l'ufologie. Mon premier livre a porté sur les ovnis, mon second sur la métaphysique, mon troisième sur les ovnis, quatrième aussi, le 5-6 sur le métaphysique, sur le paranormal. Je me suis promené beaucoup. J'ai écrit un livre qui s'appelle « La mort n'est qu'un masque temporaire entre deux visages » qui touche la réincarnation, qui est un gros succès. Et j'ai réalisé que ce livre-là avait plus de succès que tous mes livres sur les ovnis. Alors je me suis dit, waouh, tu sais, je veux dire, c'est bizarre quand même, tu sais, je veux dire. Alors, mais j'ai écrit des livres là, j'en ai un là,
qui ne me sort pas de la tête, là, de ramener les religions à leur juste place. Puis disons que ce n'est pas une place où ils ont envie de se retrouver, mais c'est ça quand même. Et celui-là aussi va faire pas mal de bruit. Mais moi, j'écris. Moi, je suis considéré, si je m'étudie moi-même, et que je me base sur la classification de Kardec. Tu connais Alain Kardec? Non. Non, Kardec, c'est le père du spiritisme, c'est l'inventeur, le fondateur du spiritisme, Alain Kardec. Et il a le plus connu. Et lui a divisé les catégories de médiums, si tu veux. Tu sais. Et moi, il semblerait que je suis ce qu'on appelle un médium inspiré. Alors, viens pas me voir pour que je puisse faire parler ton père, je ne sais pas où ce qu'il est. Mais par contre, j'écris de façon inspirée. Alors, c'est qu'il j'aurais cette capacité de m'installer devant mon ordi, et quand je commence une thématique, oups, ça arrive tout seul. Là. Et là, ça part. Et je deviens un peu comme en état second là, quand je tombe là-dedans. Là. Mais tu sais, j'ai pas les yeux dans le beurre, là, mais je veux dire, c'est rien de spectaculaire. Mais c'est ça qui se passe. Et il y a une catégorie à ça, ça s'appelle médium inspiré. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit des livres qui me dépassent personnellement, qui me dépassaient au moment où je les écrivais. C'est-à-dire à tel point même que mes parents ont refusé de croire que c'est moi qui l'avais écrit. Mon père me l'a pitché en pleine face, il dit « T'as copié ça, tu peux pas avoir écrit ça. » Alors ça, ce que je te dis, tu vis avec ça. Puis encore aujourd'hui, il y a des livres que j'écris, des fois je reviens en arrière, je regarde ça, et puis là je dis « Waouh, c'est bien bon ça! » Puis là je réalise, c'est moi qui l'ai écrit. Comme je m'en souvenais pas. C'est « Oh wow! » C'est ça, un médium inspiré, c'est le même. Je ne suis pas tout seul, là. Plusieurs, il y a beaucoup d'artistes aussi qui sont comme ça. Et moi, dans mon cas, c'est ça. C'est pas juste au niveau de tes écrits, tu es inspiré. Je crois que tu as rencontré énormément de personnages crédibles dans ta carrière, des médecins, des avocats, des scientifiques, on va tous les nommer, là. Mais tu as sûrement eu des gens archi-calés en sciences, archi-calés en métaphysique, où justement, tu as dû sûrement arriver à passer ton message, ta claire connaissance, pour les rejoindre dans justement dans cette crédibilité-là. Oui. J'ai eu des mentors. En fait, j'en ai eu deux. Un psychanalyste, puis l'autre un psychiatre. Le premier psychanalyste, je l'ai connu à 17 ans. C'était le docteur Paul Labrie à Québec, qui est devenu, a fait du mentorat avec moi. Il m'a initié à tout ce qui... à l'hypnose. C'est d'abord, premièrement, il m'a appris l'hypnose, d'une part. Mais ensuite, il m'a appris aussi, il m'a parlé des Rosicruciens, de la Rose-Croix, il m'a parlé du Graal, il m'a parlé des grandes philosophies hindouistes et bouddhisme. Ah, mon Dieu, ça finissait plus. Lui, il m'a plongé dans ça, il m'a initié à ça. Et ça a été, pour moi, ça a été extrêmement important. Parce que c'était comme, il me guidait là, en me disant, ça, touche pas à ça, c'est des niaiseries. Tiens, aujourd'hui encore, il y en a de ça, là, des niaiseries. Et si j'étais le mentor de quelqu'un, il y avait des choses, je dirais, ça, touche pas à ça, touche pas à ça, touche pas à ça, parce que, surtout avec Internet, c'est épouvantable. Tu sais. Alors, mais il y a des choses qui sont authentiques, il y a des choses qui sont vraies. Et c'est pas facile de s'y retrouver dans ça. Alors, j'ai eu lui. Après ça, j'ai commencé, j'ai travaillé aussi, j'ai eu beaucoup de relations épistolaires avec Robert Charroux. Robert Charroux, c'est un auteur qui a publié plusieurs ouvrages, dont le plus connu est l'Histoire inconnue des hommes depuis 100 000 ans. Alors, on s'est écrit, on a eu des échanges ensemble, ça m'a aidé beaucoup. J'étais jeune encore. J'ai un astronome aussi argentin, un professeur d'astronomie à l'Université de Buenos Aires, qui s'appelait le père Benito Reina. Et lui aussi m'a aidé énormément. René Lévesque, pas le politicien, mais l'archéologue, qui, on le sait, était à la recherche du tombeau de Champlain, ici à Québec, a été un de mes mentors aussi. Et John Mack, avec qui j'ai recommencé aussi
le fondateur, c'est pas n'importe qui, ça, John Mack, c'était le fondateur de la chaire de psychiatrie à Harvard. Alors, tu sais, c'est gros, là. Et il avait accepté, lui, de correspondre avec moi. On avait commencé ça, puis finalement, il s'est fait tuer. Alors, c'est d'ailleurs, tous ces mentors-là sont décédés aujourd'hui. Mais ils étaient déjà, au départ, beaucoup plus âgés que moi. Alors, je venais 68, fait que c'est normal, là. Alors, soit qu'ils seraient morts ou ils radoteraient, un des deux, tu sais. Mais c'est pas mal ça. Alors, j'en ai eu. J'ai su bien m'entourer. Et quand je sentais que c'était terminé, je débarquais. J'ai pas connu de dépendance affective face à aucune de ces personnalités-là. Ce qui m'a laissé libre toute ma vie de penser comme j'avais envie de penser, sans m'accrocher à quelqu'un. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, oui. Alors, je suis toujours demeuré très indépendant, même si j'étais proche de ces gens-là. Et aujourd'hui encore, j'ai de dépendance envers personne. Mais je ne veux pas non plus qu'on soit dépendant de moi. Alors, je n'ai aucune organisation. Je suis pas un gourou. Je ne me promène pas les mains de main. Je ne mets pas de petits cristaux dans mes fenêtres. Puis je ne dis pas namasté au téléphone. Puis, en tout cas. Donc, j'ai pas le profil non plus du sage philosophie hindou au sommet de sa montagne qui parle comme. Comment il s'appelle, donc? Il parle comme Richard Glenn. Tu sais. Je l'ai pas, cette affaire-là. Je suis qui je suis. Puis on me prend comme je suis en jeans, puis en jeans, puis en bottines. Fait que, je veux dire, ça, c'est mon style. Et je ne veux pas de suiveur, je veux pas de fidèle, je veux rien de ça. Que des gens m'écrivent régulièrement avec qui j'échange, ça c'est une chose, mais je fais pas de rencontres, là, puis j'avais commencé à faire des rencontres, puis à un moment donné, j'ai dit non, j'ai arrêté ça. Alors, je suis seul dans ce que je fais. Aurais-tu pu gagner ta vie juste en vouant ton culte à l'invisible et à tes enquêtes? Non. Non, pas au Québec. Vois-tu, les ufologues qui gagnent leur vie à ça, t'es comptes sur les doigts d'une main. Puis ils sont pas au Québec. T'en as aux États-Unis, t'en as en France. C'est par leurs livres, leurs ouvrages, qui vont se vendre énormément que ça va arriver, ça. Bob Hopkins en est un. C'est un peintre, là, et qui a eu des grosses histoires avec ça. Il a écrit des bouquins là-dessus, puis ça s'est très, très bien vendu. Alors, lui en a retiré évidemment les avantages financiers, donc il a pu vivre de ça et continuer à œuvrer dans ça, tout en continuant de peindre. Whitley Strieber, lui, c'est pas nécessairement la même chose, lui, c'est une expérience qu'il a vécue. Alors, il a raconté ce qu'il a vécu. Mais à part ça, je vais te dire, là, à moins de publier des best-sellers, tu ne vis pas de ça. D'abord, premièrement, parce que personne ne te paye. Je veux dire, moi, quand je fais une enquête, le témoin ne me paye pas. Tu sais, puis il ne faudrait pas qu'il me paye non plus. Tu sais, je veux dire, parce que là, ça ne marcherait plus. Là. Je veux dire, le témoin, là, une enquête policière, si le policier se fait-tu payer pour le témoin? Pas en tout. Tu sais, ça ne marche pas de même, ça ne marcherait plus là, autrement. Là. Et tu ne payes pas le témoin non plus. Là, tu sais. Alors, il n'y a pas d'échange. L'argent ne fait pas partie de l'ufologie. La seule façon qu'un ufologue pourrait gagner sa vie, ce serait parce qu'il est subventionné par il serait subventionné par quelqu'un qui récolterait toute l'information pour lui. Il y en a un qui a fait ça. C'est un docteur, j'ai oublié son nom. Mais lui, il rencontrait des gens, c'est un médecin, il faisait de l'hypnose, il allait chercher des informations sur leur enlèvement extraterrestre, des choses de genre. Il y avait un chasseur de tête aussi qui allait les chercher. Et lui, il faisait ça parce qu'il était subventionné. Alors, il recevait un grant, qu'on appelle, il recevait ça, et il faisait ses affaires, et bon, à un moment donné, il a dû recevoir un grant pour faire d'autres choses, parce qu'il ne fait plus ça.
C'est le même. Il ne faut pas oublier que les chercheurs dans les universités sont payés par Bernard Grad à McGill faisait des expériences sur le paranormal. Il était financé par une subvention. Il y a quelqu'un qu'on ne sait jamais, je ne sais jamais c'est qui. Mais il y a quelqu'un qui payait ce médecin-là pour qu'il fasse ça, parce que le gars voulait avoir les résultats pour lui. C'est sûr que c'était lui qui donnait les résultats. Comprends-tu, je veux dire? Alors ça peut être une façon. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Personne ne m'a payé pour que je fasse ça. Alors non, j'aurais mouru de faim s'il avait fallu que j'attende après ça pour vivre. Ton opinion par rapport au système gouvernemental via que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau de garder les informations secrètes, selon toi, le gouvernement, c'est quoi son rôle qu'il a dans ce genre d'informations-là? Écoute, compte tenu de ce que j'ai vécu, compte tenu de ce que les témoins m'ont raconté, des choses incroyables, extraordinaires, si ces gens-là l'ont vécu, si moi je le sais, je suis convaincu qu'il y a des éléments non élus à l'intérieur des gouvernements fédéraux, américains comme canadiens, qui sont au fait de ces choses-là. Alors, on s'entend que je ne parle pas de président et de premier ministre, parce que ça, c'est des personnages élus, c'est des personnages qui passent et qui ne reviennent pas. Par contre, les hauts fonctionnaires qui sont là depuis 25, 30, 40, 50 ans, qui occupent des postes clés au sein de l'administration gouvernementale, dans des ministères très sensibles, comme la Défense notamment, la Défense, pour parler de ça, eux vont, notamment chez les militaires, vont développer une culture dans ce domaine-là, des informations qui vont conserver secret pour eux, mais comme ils le font pour tout le reste, en passant, pas juste pour ça, ça va s'intégrer dans cette culture du secret-là, et on ne saura jamais rien, mais ils en savent plus que nous autres, ça c'est clair. Mais ça ne sert à rien d'essayer tu sais, un élu, là, un gars là, qui... Moi, je me rappelle d'avoir rencontré Donald McDonald, qui était le ministre de la Défense, sous le gouvernement Pearson à l'époque. Ou Trudeau, je ne sais plus, en tout cas. Et ce gars-là, j'ai posé une question sur un dossier qui pourtant était connu, qui était le dossier Falcon Lake. Puis il a pogné une face de clown, là, comme si j'ai raconté une joke, là, tu sais, là. Il a essayé de faire son petit comique, là. Puis je l'ai tellement trouvé imbécile, ce gars-là, je me suis dit, un politicien, c'est ça. Tu sais, c'est un tweet qui réussit à passer, à se faire élire, il reste là 4 ans, puis après ça, il sacre son camp, ou il change de ministère, puis soudainement, tu sais, il devient ministre de quelque chose sur lequel il ne sait rien. Parce que ce gars-là, quand il est rentré dans la Défense, comme ministre de la Défense, Julie, je te nomme ministre de la Défense. Tu rentres dans un bureau, tu t'assois là, tu as tout à connaître, tu as tout à savoir, puis on va te faire savoir ce que tu as besoin de savoir pour opérer, pas plus. Tu sais, on va te donner, là, madame la ministre, il y a ça, vous faites ça aujourd'hui, signez ça. Puis, tu sais, au bout de 4 ans, quand tu commences un peu à comprendre ce qui se passe, c'est plus toi qui es là parce que tu as perdu tes élections. Tu sais. Alors, moi, j'ai pas de. Ça ne m'impressionne pas, ces personnages-là. C'est ceux qui sont là depuis toujours, les sous-ministres, les généraux, les gens qui sont là depuis 30, 40, 50 ans. Eux autres connaissent la machine, savent comment ça va se dire. Eux autres, ils savent ce qui se passe. Mais ça, ils ne sont pas atteignables, c'est là. Tu ne sais même pas c'est qui. On n'a même pas de nom. Alors, on est pogné. Il y a plusieurs films qui ont été faits par rapport à la connaissance des extraterrestres et tout. Est-ce que tu as cultivé le côté cinéphile? Est-ce que tu as des films que tu dis « Ah, ça, oui, ça me rejoint. Oui, ça, c'est réel. Ça, c'est n'importe quoi. » T'as-tu des... Bah, écoute, j'ai mes classiques pour des raisons métaphysiques que j'ignore. J'ai un faible pour Doom.
Ça te dit quelque chose? J'avais ça, vu c'était un film des années 80, mais non, je ne l'ai pas vu. Ouais, c'est ça, je l'ai vu 80 fois. OK. Ah non, ça, Dune, ça a été une révélation, mais je ne sais pas pourquoi. Mais dans les plus contemporains, je te dirais que les efforts de Spielberg sont remarquables. Men in Black, tout ça? Non. Men in Black, ça s'inspire du phénomène des hommes en noir qui fait partie de du folklore ufologique, mais ils en ont fait de la fantaisie. Ils en ont fait quelque chose d'humoristique, de drôle puis de comique, là. Alors ça, c'est pas des films que je dirais, écoute ça, il y a du vrai derrière ça, là. Mais par contre, j'ai bien aimé Rencontre du troisième type de notre ami Spielberg. Ça m'a impressionné. Alors, il y a quelques films de ces gens-là. Et la série, comment ça s'appelle, non? Oh mon Dieu. C'est Spielberg aussi. C'est une série de 10 épisodes. J'ai oublié le nom. En tout cas, je l'ai ici quelque part, là, mais j'ai complètement oublié le nom. Mais ça, ça raconte l'histoire de l'intervention des extraterrestres sur Terre pour arriver, à force de manipulation génétique, arriver à fabriquer ou à obtenir un enfant terrien, mais qui aurait les capacités d'être à la fois avec eux puis avec nous, comprends-tu? Alors, il y a une mystique là, que j'ai trouvé extrêmement intéressante dans ça. Dans cette série-là, avec Spielberg. C'est juste plate parce que je ne me rappelle pas du nom de la série. Jean, je veux revenir sur ta spécialité d'incarnation. On a entendu à la radio à un moment donné une entrevue. Tu étais invité à la même émission que Philippe Couillard. Ça fait quoi de parler d'incarnation comme ça, à côté d'un monde plutôt cartésien? En fait, on va placer ça tout de suite là, j'étais invité pour parler de réincarnation à cette émission-là, effectivement. Et comme l'émission s'achevait, c'était là le temps pour Philippe Couillard d'entrer en studio pour poursuivre pour que la fille continue de faire son entrevue, parce qu'il se présentait, lui, à cette époque-là, il se présentait comme, on le sait maintenant, pour être élu et être premier ministre du Québec. Alors, il faisait la tournée des médias. Et la fille lui a demandé, elle dit, mon Dieu, M. Couillard, vous êtes docteur Couillard, dans le fond, vous êtes neurochirurgien, qu'est-ce que vous pensez de la réincarnation? La raison pour laquelle, moi, j'ai parlé de cette histoire-là, puis que je la raconte, c'est que je déteste l'attitude sceptique de certains scientifiques qui, du haut de leur chaire universitaire ou du haut de leur station spatiale, comme Julie Payette, démolissent, détruisent et méprisent tout ce qui se passe qui relève de l'invisible, que ce soit l'ufologie, le paranormal. Et ça m'écoeure. Je veux dire, pour qui ils se prennent, eux autres? Parce qu'ils ont un gros titre, là, parce qu'ils ont fait des études, ils pensent qu'ils savent tout. Et c'est faux. Payette inclus. Puis il n'y a pas rien qu'elle. Il y a Hawkins, pas Hawkins, mais l'autre, la barbe, là. Hubert Reeves aussi, qui me tape royalement ses nerfs. Avec leur... Toujours est-il que Couillard, lui m'a impressionné, parce qu'il a eu une réponse, il a eu une réponse de scientifique intelligent, parce qu'elle ne s'adressait pas aux politiciens, elle s'adressait aux neurochirurgiens, aux scientifiques. Oh, il dit, madame, il dit, écoutez, il dit, notre formation, nous, en tant que neurochirurgiens, fait de nous des spécialistes d'un milieu, puis d'un monde, puis d'une réalité qui est très précise, et qui se situe au cœur de l'être humain. Alors, il dit, qu'est-ce qui survient est-ce qu'un esprit existe? Est-ce que l'âme existe? Est-ce que ça survit? Ça ne survit pas? Il dit, il n'y a pas un neurochirurgien qui peut vous répondre à ça. Puis qui peut vous dire, oui, c'est vrai, ou non, c'est pas vrai. Il dit, on n'a pas la formation, on n'est pas formé pour répondre à ça. Ben, je lui dis, bravo. Ben, je lui dis, c'est parfait, ça. Puis vous, ça, c'est une réponse intelligente. Puis vous, qu'est-ce que vous avez répondu? Ben, moi, c'est différent, parce que moi, j'étudie ça, la réincarnation. J'étudie le phénomène, j'étudie tous les rapports d'Anderson qui sont sortis depuis des années, j'étudie
les témoignages d'enfants qui se souviennent de vies antérieures, qui ont été, et qui racontent ça, puis qui ont été investigués, puisqu'on est allé voir ce qu'ils racontent, si ça se tenait. Mais Couillard n'a pas fait ça, lui. C'était pas sa job non plus, tu sais. Puis c'est pas un neurochirurgien qui va faire ça non plus, tu sais. Alors, c'est ça que j'ai apprécié de sa part, c'est que, réalisant qu'il n'était pas... que sa formation de scientifique ne lui permet pas de se prononcer là-dessus, bien, il a eu la décence de le dire, tout simplement. Ça, j'ai admiré ça. On a parlé tantôt de nombreuses expériences que vous avez vécues, autant au niveau énergétique qu'ufologique, métaphysique, etc. Est-ce que, bon, je sais que vous en parlez dans vos articles, dans vos livres, mais est-ce que il y a quelques petites expériences qui ont été vraiment significatives et qui ont juste accentué la trajectoire vers la quête de l'invisible? Ben, disons que j'en ai vécu 3. Je ne sais pas si tu as assez de temps sur ton ruban. Oui. Oui. J'en ai vécu 3 et je peux te dire que ces 3 expériences-là ont été déterminantes dans le sens que quand, là, ça va faire la 400e fois que je le raconte, c'est celle-là, mais tu me le demandes, alors je vais le faire. Quand j'avais 16 ans, j'étais un tout jeune homme qui... je t'avais dit en passant que je t'en reparlerais de celle-là, c'est vrai. Donc, j'étais un tout jeune homme qui avait d'intérêt envers à peu près rien, sinon lire ses Tintins, puis gosser après les petites filles autour, puis essayer de commencer à se faire une vie. Et à un moment donné, il est arrivé quelque chose, dans le sens que, en revenant d'être allé aux toilettes, j'ai vu au sommet de mon plafond, j'ai vu un cercle jaune, un cercle un peu comme les anneaux olympiques, là, un anneau jaune, lumineux, couleur ambre, qui se tenait là. Et à un moment donné, ce cercle-là est descendu. Il est descendu, puis il est venu se poser ici, autour de ma tête. Et là, il y a des petites languettes qui sont venues se placer, qui sont venues se connecter, si on peut dire. Et ce qui m'a impressionné au suprême degré, ça a été que le phénomène a duré peut-être 10, 15, 20 secondes, donc c'est resté là sur moi. Après ça, ça s'est détaché, c'est retourné dans l'anneau, l'anneau a remonté, je voyais tout ça, moi, là. Je t'ai réveillé en plus, je n'étais pas endormi, je n'étais pas un rêve, j'arrivais des toilettes, je t'ai réveillé. J'ai même pris le temps de regarder l'heure, peut-être 3 heures. Et là, quand ça a parti, peut-être la chose qui m'a frappé le plus, c'est d'abord de sortir d'un état, un peu, ce que je pourrais appeler un état second. Mais ça a été aussi de réaliser qu'il commençait à faire un peu, pas mal plus clair dans la maison. Et ça, c'est pas normal, 3 heures du matin. C'était vraiment là, une lumière, une lueur qu'on pourrait qualifier naturelle, tu sais. C'était pas une lumière qui venait du plafond. Et j'ai regardé le cadran, puis là, j'ai vu qu'il était 6 heures du matin. Alors, c'est donc une expérience qui a duré 3 heures, mais qui m'a paru une expérience de quelques secondes, une trentaine de secondes. Le temps que je vous raconte, là, ça descend, ça se plate, ça remonte. Mais ça, c'est la partie spectaculaire, physique. Mais ce qui m'a profondément marqué, toutefois, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est carrément le fait que, pas longtemps après, on m'a demandé à l'école Joseph-François Perrault, un petit bonhomme avec les cheveux frisés, là, qui m'a demandé si je croyais aux ovnis, aux soucoupes volantes. Il a employé le mot soucoupe volante. Puis j'ai répondu, s'il m'avait demandé ça le mois avant, j'aurais dit, je sais pas de quoi tu parles. Mais là, j'ai dit oui, je sais, et je vais t'expliquer ce qu'il y en est. Et là, j'y ai raconté, ça finissait plus sur la pluralité des mondes habités, sur Mais là, c'était pas un extraterrestre que vous avez vu, là, c'était vraiment une manifestation de personnes de lumière, si on peut dire. Non, moi je pense que j'étais dans un vaisseau. Ah oui? Oui. Qu'est-ce que je fais là? Je continue? Oui, ça continue encore, oui.
Je ne me rappelle plus. Alors, cette expérience-là a fait que, dans les jours qui ont suivi, je me suis retrouvé à pouvoir écrire un résumé, un mémoire d'une soixantaine de pages sur le phénomène extraterrestre dont je ne connaissais rien. J'ai formé une organisation qui s'est appelée la SRPM de Québec. J'avais des membres qui étaient tous des adultes, même si j'avais 17 ans, puis un tout petit 17 ans en plus, là, que je venais d'avoir. J'étais dans les journaux, je donnais des conférences, les banques de Montréal organisaient des soupers, ils font ça, des soupers de directeurs de succursales, fait qu'ils se ramassent en gang, puis ça, puis ils ont un conférencier. Et j'ai été, moi, pendant des années, leur conférencier invité. Et puis je venais, puis ils adoraient ça, puis ils posaient des questions, puis ils étaient comme « wow », tu sais. Puis il y avait un grand respect qui se manifestait aussi. J'ai été invité par des directeurs, pas des directeurs, des professeurs de physique à l'Université Laval, sur l'heure du dîner, invité par le recteur de la faculté. Garde là. Puis après, je m'en allais, ça, moi, je ne l'oublierai jamais. Je venais de finir une de ces conférences-là, je ne suis pas allé rien qu'une fois, là. Puis c'était pendant la période des examens. Puis d'ailleurs, en farce, ils m'ont dit, en tout cas, on ne s'inquiète pas pour votre examen, bonne chance. N'inquiète pas pour ton examen. J'ai eu 29%. J'étais pourri. C'est un peu comme si mon intelligence, ma science, mes capacités avaient été exacerbées au maximum, mais dans un domaine. L'ufologie, la métaphysique, spiritualité, paranormale. Le reste, zéro. Zéro plus zéro. Sauf pour écrire. Parce que je faisais des compositions à l'école, j'étais extraordinaire. Moi, mes professeurs n'arrêtaient pas de me le dire. Ils gagnaient des affaires avec ça. Alors ça, je l'avais, ça. Mais c'est quand même bizarre parce que toute ma vie après, j'ai eu ces connaissances-là inspirées dont je parle. Et cette expérience-là est directement liée à ça, ça c'est clair. La deuxième expérience que j'ai, je suis monté sur le toit de la maison chez nous parce que j'avais rencontré un petit père dominicain qui s'appelait Paul Bernier, qui m'avait parlé d'Arthur Matthews au Lac-Beauport, que j'étais allé rencontrer, je suis allé faire une entrevue avec lui. Le gars qui disait que les Vénusiens étaient venus, puis tout. Ensuite, j'ai ça quelque part. Ensuite, on m'a parlé de AFA, un code lumineux à utiliser pour avoir un contact avec eux autres. Je l'ai fait, je me suis rendu sur le toit de ma maison, et là, j'ai taponné là-dessus Dida avec une petite carte, puis tout le codage AFA qui était indiqué. Et là, ben, je veux dire, une fois que ça a été fait, cette affaire-là, j'envoyais des signaux, j'étais là comme un codingue sur le garage, puis envoyé donc, puis pas sur le garage, mais sur le toit de la maison. Et j'attendais, il ne se passait rien, je me suis tanné, fait que là, j'ai décidé de leur parler, mais de leur parler en morse. Et là, l'idée m'est venue de demander la fréquence de la station de télévision Télé-Capitale, qui existait à l'époque. Là, on était à la fin des années 60. Le gars m'a donné toute la fréquence. Aujourd'hui, je ferai un appel demain, il appellera la police, mais à l'époque, il me l'a donné toute la fréquence. C'est long de même. C'est long en morse, en plus. Et là, je leur ai dit, j'aimerais ça que vous mettiez en panne Télé-Capitale. C'est baveux comme demande. Moi, je trouve ça original. C'est tombé en panne. 2 heures de temps. Puis quand je suis remonté pour leur garocher un gros merci, pas de même, là, mais je l'ai crié, là, il est passé un espèce, moi je l'ai appelé mon zipper, il est passé je ne sais pas quoi. On aurait dit, tu sais, les gâteaux de fête, là, que les psst, ça brûle vite, là. Oui. C'est un peu comme si quelqu'un avait tenu ça dans le ciel puis qu'il avait fait ça avec, tu sais. Mais gros, là. Et moi, le cœur, je regarde,
Alors là, c'est sûr qu'il y a des mononcles sceptiques qui vont dire « Ah, ben la panne, c'est un hasard, c'est tombé juste en même temps. Ah, l'espèce de météorite qui est passée, c'est un hasard. » Ben c'est ça, allez vous coucher avec votre hasard. Moi, je sais très bien que non. Mais ça, c'est mes preuves à moi. Mais ça a été suffisant pour me garder là pendant 45 ans. Sauf que, il est arrivé un incident, et ça, c'est ma 3e expérience. J'étais à Vimy Ridge parce que c'était un des secteurs au Québec à l'époque, dans les années 68-69, était très actif en termes d'observation. Il y avait eu le dossier de Cochrane qui avait été quand même assez heavy, merci. C'était rendu là à plusieurs enquêteurs. On était 15-20, je pense. On avait même eu le maire de Québec, Gilles Lamontagne, avait écrit une lettre au maire de Black Lake. Et attends une minute, je pense que c'était Maheu, son nom. Il me semble que c'était ça, Émilien Maheu, peux-tu? En tout cas. Et il disait des petits gars, de braves jeunes hommes de Québec, c'était des jeunes hommes, c'était tous des adultes, veulent faire une expérience chez vous, auriez-vous l'obligeance de les accueillir à Black Lake? Alors le maire de Black Lake avait ouvert un gymnase de l'école où on a pu s'installer puis coucher là avec nos sacs de couchage, toute l'affaire. En tout cas, c'était bien le fun. Et c'est là que Vimy Ridge est venu en ligne de compte parce que à Black Lake, il y avait une très grosse observation faite par la famille Grégoire. Et il était évident que ce secteur-là était hot. Là. Alors, on est retourné à plusieurs reprises, à plusieurs, faire de l'observation de nuit. Alors, on prenait 2-3 voitures, on s'installait dans la côte de Vimy Ridge où avait eu lieu l'observation des Grégoire, parce qu'ils étaient de Black Lake, mais ça s'était passé pas loin du mont Hibou, je pense, qui est collé dans ce coin-là. Et puis là, on regarde les étoiles, puis c'était un ciel magnifique dans les années 60, la pollution lumineuse n'est pas ce qu'il y a aujourd'hui. Alors, il y avait des étoiles à pu finir, c'était de toute beauté. Et on voyait des étoiles filantes, on voyait passer une coupe de satellites de temps en temps. C'était bien le fun, mais tu sais, au bout de... Tu sais, quand tu es rendu 4 heures du matin, tu es tanné, là. Et là, on avait toujours un qui se réchauffait, parce que c'était pas chaud, c'était la fin de l'automne. Alors, il se réchauffait dans l'auto, puis les 3 autres, on jasait dehors, tu sais. Puis après ça, là, il y en a un qui allait. Alors, on se réchauffait comme ça. Et... puis il n'y a pas de boisson en passant. Il y en a qui pensent là, que... Non, pas de bière, pas rien, zéro. Ça, du café. Pardon? Du café. café. Ah oui, du café, ça, fini. Mais c'est tout. Il n'était pas question de... Et à un moment donné, les gars m'ont dit, il ne se passe rien. Là, je leur ai raconté l'histoire qui s'était passée avec la télévision. Parce que ça et l'anneau, je n'en avais jamais parlé. Et je n'en ai plus jamais reparlé après non plus. Et là, sauf en 2010, mais c'est loin ça. Et là, je leur dis, ouais, OK. Là, ils me demandaient de le refaire, c'est ça que je veux dire. T'sais. Fait que là, je l'ai refait, mais il ne se passait rien. Et là, c'est très curieux sur le plan de mon caractère, parce que je suis un gars bougonneux, je suis un gars... souvent, je dis, les femmes m'ont appris à bouder. Je suis capable. Alors, mais je ne suis pas colérique. Je ne suis pas... en tout cas, peut-être que ma femme va me dire le contraire, mais moi, je ne pense pas que je suis colérique. Mais là, j'ai piqué une colère du maudit parce qu'il ne se passait plus rien. Et là, j'ai dit, garde, là, si vous ne faites pas de quoi, là, je leur parle. Puis là, je ne leur parlais pas avec ça. Là. Je parlais de même. S'il ne se passe pas de quoi là, moi, j'arrête tout. Là, direct là. Les enquêtes, la radio, les magazines, les livres, c'est fini, conférence, on est tout seul. Fini, zéro. Caso, terminé, bye-bye. Je leur faisais un finger majeur. Des plans pour me faire zapper. Ben non. Il y a eu 6 gros flashs dans le ciel. Des belles grosses lumières blanches qui ont bang, 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 bang. Rien de normal, impossible.
C'est pas quelque chose qui aurait pu se passer. Puis pour les astronomes amateurs, ça occupait à peu près 10 degrés dans le ciel. Alors c'est assez massif. C'est pas des c'était gros, là. Les 3 gars qui étaient là, il y avait Antoine Dubé qui était resté dans l'auto, il y avait Claude Delisle qui était dehors, il y avait moi, puis il y avait un autre gars, mais lui, j'ai oublié son nom. Je ne sais pas c'est qui. Les gars, la mâchoire les décrochait, là. Ils hurlaient. Je veux dire, regarde, c'est une victoire, c'est quelque chose, ça, là. Tu commandes, tu parles à des extraterrestres, tu leur dis de faire de quoi, puis ils le font. Je veux dire, hello, j'ai des paillettes, tu sais. Non, mais il se passe quelque chose, là. Et c'est sûr que les petits bonhommes sceptiques m'ont dit, ah, c'est une hallucination collective. Tu sais, ils ne savent même pas c'est quoi, là. Mais là, ils ont un problème, là, parce que mon oncle Antoine, qui est dans le char, là, lui, là, il n'est pas au courant, lui, de ça. Il m'a vu sauter, là, faire une danse de 5 guis sur le terrain, parce que je suis en maudit, mais je ne sais pas pourquoi, il n'est pas au courant de l'affaire, là. Lui, il prend son café, parce que c'est son tour d'être là, il n'est pas pour sortir dehors, là. Là, il devait être, ben, il me l'a dit, je te regardais dans le char, je dis, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il y a Cazot à sauter de même, tu sais. Et il a vu, lui aussi, ce qui se passait dans le ciel, parce que lui, la façon dont son auto était placé dans la côte, lui, il avait une meilleure vue, puis il pouvait voir, et il les a vus. Il est sorti, il dit « Caliste, t'as quoi ça? » Tu sais, puis énervé, puis tout ce que tu voudras. Bref, grosse affaire, ce qui veut dire que lui a vu la manifestation dans le ciel. Alors, il n'a pas été influencé par personne, puis par rien. Et de toute façon, je n'ai pas commandé 6 flashs, moi, là. J'ai rien commandé, j'ai juste gueulé comme un putois. Tu sais. L'autre affaire étonnante qui suit ça, je dois le reconnaître, c'est qu'il y a eu après ça un blackout. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé après. C'est un peu comme si on avait été enlevé et qu'ils nous avaient lessivé la mémoire. Je me souviens de tout ce que je viens de raconter là. Mais après, là, je ne sais pas. C'est pas normal parce que chaque fois qu'on descendait dans le secteur, que ce soit à Thetford, à Black Lake ou Vimy Ridge ou ailleurs, puis on était toujours une gang, descendant en gang, on s'arrêtait tout le temps vers les 5 heures, c'était fini l'observation, puis on s'organisait en d'autres temps pour être à l'ouverture des restaurants qui ouvrent tôt le matin pour les travailleurs, puis font des déjeuners à partir de 6 heures. Alors, on se ramassait tout le temps dans le même restaurant, puis là, on allait manger là, puis prendre un café avant de reprendre la route. T'sais. Puis on débriefait aussi d'une certaine façon. T'sais. On se parlait de nos expériences. Tu as une idée, toi, qu'on a dû faire ça, je me croirais, après ce qui est arrivé, et je m'en souviens pas. Je n'ai pas de souvenir de la discussion que ça a donné. Et je ne me rappelle plus d'avoir revu ces 3 gars-là après. Je prie le ciel chaque fois que j'en parle. Qu'Antoine ou Claude Delisle était policier au Canadien national. En passant, Antoine ne me rappelle pas. Mais lui, je me souviens de ça. Puis il était jeune, il a mon âge. Il est quelque part, ce gars-là. Il est quelque part. Mais il ne m'est jamais revenu. Peut-être qu'il l'a oublié, lui. Ou peut-être qu'il écoute ça, il est chez eux, puis il est fou, lui, de quoi il parle. Il ne faudrait pas que j'aurais de la grosse peine. Parce qu'il était là, tu sais. Margot. Alors ça, évidemment, quand tu as 17-18 ans, là, j'en avais 19, si tu te poses une question, qu'est-ce que tu es venu faire sur la Terre, tu as une maudite réponse, là. Tu es là pour t'occuper de tout ça, puis continuer à faire ça. J'ai fait ça toute ma vie. J'ai jamais arrêté. Là. Jamais. Oui, j'ai arrêté de faire des choses, mais je suis toujours revenu à ça. Et là, je viens de faire mon testament ufologique. J'ai publié Il était une fois des humains et des extraterrestres. C'est mon dernier livre là-dessus. Je ne peux pas aller plus loin dans ce que j'avance là. Je ne peux pas. C'est impossible. Alors, moi, je dis, j'ai fait ma job, merci, bonsoir, je prends ma retraite. Mais c'était toute une vie. Y a-t-il des gens en ufologie qui sont là pour prendre la relève?
je ne vois pas pourquoi il y aurait une relève. Il n'y a plus d'observation. Il n'y en a presque plus. Dans mon temps, c'était une au week-end, là. Une grosse, là. Il se passait des affaires, là. On était occupé, là. C'est un temps riche. Moi, ça fait des années que je ne suis pas sorti. Puis quand je sors, c'est des affaires qui se sont passées 2-3 ans avant. Je pense que le plus récent que j'ai, c'est 2013. Alors, puis depuis ce temps-là, j'ai rien d'autre. Des fly-by, des patentes qui passent. Bon, on parle d'avions qui sont... Mais on dirait que le mouvement de masse extraterrestre s'est arrêté. Un peu comme c'était avant 1945. Personne ne parlait de ça. On n'en voyait pas. De temps en temps. Et là, on dirait qu'on est revenu à ça. Alors, il y a un cycle là, de 60 ans qui vient de s'écouler. Est-ce que ça va recommencer dans 10 ans? Je ne le sais pas. Mais pour le moment, on n'a pas besoin du ufologue, parce que je veux dire, il ne se passe plus grand-chose. Puis il y en a même qui se passe tellement rien qu'ils en inventent pour que ce soit intéressant. Fait que je veux dire, moi, je ne toucherai pas à ça. Là. Alors, non. Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter à ce qu'il y ait un jour une invasion extraterrestre sur la Terre? Non. Non, parce que si c'était... étant donné que ma conviction profonde, c'est qu'ils sont ici depuis un joli bout de temps, ça ferait longtemps que ça se serait fait, ça. Puis, je ne crois pas que... Je ne dis pas qu'il n'y a pas certaines espèces qui seraient intéressées de nous envahir, ne serait-ce que pour, je ne sais pas, certaines de nos ressources. T'sais. Pas nécessairement celles qu'on pense. Là. Je ne pense pas qu'un extraterrestre s'intéresse au pétrole. Je veux dire, franchement, on peut avancer que ça. Alors, mais il pourrait y avoir des ressources qui les intéressent. Certains disent notre eau. Même l'eau, il y a un film avec Tom Cruise qui s'appelle Oblivion, où on voit des extraterrestres qui pompent l'eau de mer. Parce que pour eux autres, c'est une grosse ressource. J'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, c'est vrai que sur un monde qui serait privé d'eau, aller collecter de l'eau sur une autre planète, donc, si c'est technologiquement faisable, pourquoi pas? Alors ça, c'est possible, mais je pense qu'à ce niveau-là, la Terre, on pourrait presque s'avancer et dire, ben attends une minute, là, on est peut-être protégé aussi. T'sais. On est peut-être protégé pour que des mercenaires et des pirates de même ne s'aventurent pas chez nous pour faire ça, nous mettre en péril. On fait probablement partie. Tu sais, je veux dire, la Ville de Québec fait partie d'un ensemble administratif qu'on appelle la province de Québec. La province de Québec fait partie d'un ensemble administratif qu'on appelle le Canada. Le Canada fait partie de l'OTAN, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. La Terre fait-elle partie d'un système? Comprends-tu? Qui, lui, fait partie d'un autre plus gros système, et ainsi de suite, au même titre. Alors, on appartient à un système, mais comme je l'ai dit dans un de mes livres, et si la Terre n'était qu'un jardin d'enfance, on ne demande pas aux enfants. On ne demande pas aux enfants. Le ministre de l'Éducation ne se déplace pas dans les écoles pour demander aux enfants qu'est-ce qu'ils pensent du programme du ministère, ou de quelle école doit être détruite, puis quelle école doit être reconstruite. T'sais. Même si ça concerne les enfants ne sont pas consultés pour ça. T'sais. Alors, est-ce que les humains de la Terre sont consultés pour tout ce qui se passe dans un domaine où on n'a pas accès parce que notre technologie ne nous y autorise pas? Je continue de dire que nous sommes une planète de bébés. Nous sommes une planète d'enfants, d'ados, top, pas plus. C'est ça qu'on est. T'sais. Alors, on vit, on fait ce qu'on a à faire, mais de temps en temps, on a des visites qu'on ne comprend pas, puis c'est comme ça. T'sais. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas ça parce qu'ils disent « Ah non, la Terre, c'est une... on est les seuls êtres les plus intelligents. Regarde, hey, on est les plus intelligents. Regardez vos nouvelles avant de dire ça. » Oui. Oui, parce que ça doit aussi avoir un effet sur la paix dans le monde. Là, nous, je sais que je vous ai déjà entendu dire qu'au Québec, ici, on est peut-être plus ouvert à cette culture-là, mais si ça arrive dans des pays déjà en guerre ou déjà plus... Ben, tu sais, des pays fanatisés par une religion quelconque, qu'on nommera pas, parce qu'on sait de quoi on parle, ben, je les vois pas bondir de joie à l'idée que... Tu sais, qu'on serait
contrôlés par autre chose que leur maudit Dieu à eux autres insignifiants, qui pensent rien qu'à faire sauter tout le monde. Alors, puis c'est la même chose pour le nôtre. Alors, honnêtement, on ne peut pas dire qu'on est servi par l'intelligence ici, tu sais. Fait que oui, c'est sûr qu'au Québec, je pense qu'on est des gens relativement raisonnables, relativement pondérés, que ça nous en prendrait pas mal pour nous énerver. Mais il y a des endroits dans le monde où ce serait la folie furieuse, c'est clair. C'est bien évident. On peut pas. Ça l'est déjà, puis il ne se passe rien. Imagine s'il se passait un affaire de même. Au niveau de... Je veux revenir à ton livre qui va sortir au mois de septembre, en tout cas cet automne, qui parle des religions. Est-ce que tu pourrais nous donner un in à savoir, est-ce que tu parles d'une religion mondiale unique, dans le sens que tout soit dans le respect, ou comment tu sépares ça? Je vais te dire en un mot. Dans ce livre-là, je dis qu'il faut ramener les religions à leur juste place, parce qu'aucune d'entre elles, parce que Dieu n'est lié à aucune d'entre elles. Ce que je dis, c'est que Dieu n'a rien à foutre avec aucune religion. Wow! T'avances quelque chose de gros, là. C'est pas compliqué. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'a jamais été là. Dieu a été récupéré, il a été volé, il a été utilisé. Mais si tu lui demandes son avis, lui, il nous regarde faire, puis il trouve ça bien comique, mais lui, il n'a pas à faire là-dedans. Dieu est une réalité tellement colossale, tellement énorme, tellement gigantesque, qu'elle en est inconnaissable. Et le seul rapport que je peux imaginer que l'homme a avec Dieu, c'est un rapport individuel. Parce que Dieu serait en moi, par exemple. Mais en toi aussi, comprends-tu ce que je veux dire? Mm-hmm. Il serait là, il y aurait une présence. Puis c'est avec ça, un peu comme quand je faisais avec mon ami Michel, là, que j'ai expliqué au début de l'entrevue. Ce lien-là existe. Moi, ce que je dis, c'est que nul n'a besoin de religion parce que Dieu est en lui. Alors, il n'y a pas besoin de religion. Et ça porte un nom, c'est du déisme, avec un D. Alors que quand tu dis que tu as besoin d'un prêtre, puis d'un ci, puis d'un ça, c'est du théisme, avec un T. Et moi, je suis déiste. Autrement dit, de vouloir foutre les religions par la porte n'est pas un signe que je suis un athée. Ça dit simplement que je considère qu'on peut avoir un lien, et que nous avons un lien très étroit avec le divin, et qu'on a besoin de personne. Et je vais le démontrer dans ce livre-là, une fois pour toutes. Wow! Ouais, c'est extraordinaire. Y a-t-il des idées de livres qui vont venir après cela, ou on peut dire que c'est la fin de On va digérer celui-là, là. OK. On verra ce qui se passe après. Mais ça va donner un grand coup, parce que je sais que j'emmène un argumentaire très accablant, documenté. Je ne veux pas me faire... c'est pas des paroles en l'air, là. Non, c'est ça. Je ne veux pas me faire ramasser. Non, c'est très bien référencé. Et de toute façon, je ne fais qu'utiliser ce que les religions disent contre elles-mêmes. Et c'est sûr que j'utilise le christianisme dans cette religion-là, dans ce livre-là, parce que c'est ma religion. C'est la religion... En tout cas, ça l'était, parce que je suis apostasié. Alors, je suis officiellement... Je ne suis plus d'aucune religion, c'est officiel, c'est signé, mais reste que ça reste que c'est la religion que je connais le mieux. Mais ce que je raconte et ce que je dis dans ce livre-là s'applique aux Juifs, aux musulmans, aux hindous, à tous les groupes religieux qui existent. Alors, c'est la solution, dans le fond, pour avoir la paix dans le monde. C'est sûrement aussi une porte ouverte pour un prix Nobel, je te le souhaite. Ben, moi, la paix dans le monde, je sais pas. Mais je sais que c'est ma façon à moi de dire, il est temps qu'on se reprenne en main en tant qu'humain, parce que notre lien avec Dieu, on l'a toujours eu, on l'a déjà. Alors, le petit curé là-bas, là, puis l'imam ici, là, puis le mollah, puis le rabbin, là, peuvent aller se coucher, là. Tu sais, qui prennent un break, là. Hein? Ramener les religions à leur juste place, ça veut dire juste une chose. Devenez donc ce que vous êtes capable de faire, des sociétés caritatives, faire de la charité,
organiser des petits paniers de Noël, faire des collectes, des patentes de même, comme la Société canadienne du cancer, la Société pour le sang, là, puis Oxfam, puis toutes ces patentes-là qui existent, les organismes qu'on appelle des ONG, là, des organismes non gouvernementaux. Ça, les religions pourraient devenir ça. Mais ne venez plus jamais, jamais nous dire que vous avez le mandat de Dieu de nous dire quelle est sa volonté. Jean Cazot, tu as avancé beaucoup de prédictions pour 2018. Est-ce que tu les maintiens encore? J'ai parlé d'économie, hein? J'ai dit qu'il y aurait des hauts et des bas. Tu regarderas tes marchés récemment, là. Je maintiens mes prédictions. Est-ce qu'il y a un mot pour la fin? J'ai faim. Bon, ben c'est l'heure de dîner. Avant de quitter, Jean, j'aimerais ça te remercier de m'avoir reçu chez toi. J'aimerais ça t'offrir ma toute petite création ici. C'est un livre que j'ai fait, qui n'est pas édité encore, qui s'appelle Guérir avec les stars. Si je meurs demain matin, on va se revoir. C'est ça, il y a de bonnes chances. Good, ça m'intéresse, je vais lire ça certainement. Merci beaucoup. N'hésitez pas à plonger dans l'univers de jeancazot.ca. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'informations, de connaissances, n'importe quoi pour vraiment baigner dans un univers extraordinaire. Pas moi qui le dis, là, c'est oui, j'assume ce que j'avance. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de nous partager votre savoir. Et merci infiniment de tout ce que vous avez offert et donné, autant au niveau de la connaissance, de la conscience, de l'ufologie, etc. Merci beaucoup. jeancazot.ca. Là, si tu veux, on peut faire nos questions. Je laisse